Salut Camille, Bonjour Raphaël. comment ça va? Ça va super et toi? Ouais, bah écoute, on se connaît, hein, Eh puisque oui, eh oui, j'ai eu très la bien. chance de t'avoir en tant qu'étudiante il y a quelques temps, avant que tu entres dans cette belle Exa- boîte qu'est Eskimos. Donc j'espère que ça va bien. Exactement. Ça va super. Ça va super. Bon, génial. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Je sais que c'est très très chargé en ce moment pour toi. Mais Ouais. la vidéo qu'on va faire là aujourd'hui, c'est vraiment avant tout pour ceux qui te succèdent, hein, donc les nouveaux étudiants Mhm. du DMDA de Vinci, pour leur expliquer un petit peu ton métier. Et puis, on va parler beaucoup SEO aujourd'hui. Est-ce que tu Mhm. peux nous raconter rapidement qui tu es et puis ce que tu fais chez Eskimo, s'il te plaît? Oui. Alors déjà, merci à toi de m'avoir sollicité, hein. Déjà, c'est avec un grand plaisir que je puisse répondre déjà à tes questions. Voilà, pour vous expliquer, moi, je suis Camille Deliste, hein. Je suis consultante SEO là, depuis à peu près un petit peu plus d'un an chez Eskimos. Effectivement, je suis diplômée du double master DMDA, donc de l'EMLV et de l'IM, que j'ai effectué alors, en alternance pendant 2 ans et j'étais aussi dans une autre start-up spécialisée dans le SEO. Très bien. Alors du coup, chez Eskimos, aujourd'hui, tu fais quoi? Alors, chez Skimos, on fait beaucoup de choses, mais juste voilà, pour rappel un peu par rapport au référencement naturel, le but c'est clairement d'attirer des visiteurs sur un site web. Donc mieux il est positionné par rapport à un certain nombre de mots-clés, plus il a de chances d'augmenter son trafic. Et ce qu'on fait, nous, chez Eskimos, c'est qu'on a déjà un certain nombre de clients qu'on gère, chacun des consultants, et on a une première partie qui est une partie audit. Alors, cette partie audit, en fait, elle se sépare en fonction des leviers, hein. Je pense que les SEO voilà, sont au courant. Il y a plusieurs leviers, la partie technique, la partie sémantique, la partie netlinking. Et en fait, on audite ces trois grands leviers-là. Et à partir en fait, de ces audits-là, nous, ce qu'on fait, c'est que on fait souvent des accompagnements du coup, avec l'ensemble des clients pour mettre en place toutes les recommandations qu'on aurait détectées dans ces audits. Ok, ah oui, ça a l'air assez complexe quand même. Euh, Moi, j'ai une question parce que tu viens de dire que ton métier, c'est d'attirer sur des sites, hein, le référencement naturel. Mhm. Et c'est vrai que du coup, le rapport avec la partie Drive to Store n'a pas l'air comme ça super facile entre du SEO et du Drive to Store. Tu peux nous expliquer un Ouais. petit peu en quoi c'est important? Exactement. Effectivement, le but du SEO, c'est d'attirer du trafic, mais plus le trafic est qualifié, mieux c'est parce qu'il va convertir derrière. Donc, d'une part, on peut attirer du trafic pour aller sur le site, mais également, on peut attirer donc, des visiteurs qui vont sur le site pour ensuite les emmener sur des magasins, par exemple. Ça peut s'activer sur plusieurs leviers. Typiquement, on peut, par exemple, optimiser des pages magasins. Mhm. Voilà, en fonction de la localité, le nom de marque, on associe une ville, une région par exemple. On a aussi l'optimisation de pages locales directement en fait avec un mot-clé plutôt générique qu'on associerait D'accord. du coup à une localité. Et enfin, on peut aussi activer du coup un autre levier Drive to Store qui est notamment toute la partie Google My Business. Oui. Les fiches My Business peuvent être optimisées, que ce soit sur des mots-clés, etc., avec plusieurs critères en fonction de ces fiches-là. Mais on peut travailler sur ces leviers-là pour générer le Drive to Store. D'accord. Les fiches Google My Business, alors moi je sais que j'ai lu un chiffre qui est un chiffre qui est bien connu, hein, qui est à peine 35% des TPE-PME aujourd'hui qui ont une présence sur Internet et donc une fiche Google My Business. C'est extrêmement peu. Est-ce que c'est Mm-hmm. compliqué de créer une fiche Google My Business et qu'est-ce qui explique finalement que ce soit aussi bas? Alors, c'est vrai que je pense qu'il y a surtout de la pédagogie derrière tout ça à mettre en place. Je pense qu'aussi la période qu'on a traversée, qu'on traverse toujours, hein, c'est aussi un bon indicateur pour voilà, montrer aux commerçants, etc., que c'est important d'avoir une visibilité sur le web. Parce que sur le web, on peut travailler plusieurs choses. On peut travailler la notoriété, le trafic, bien évidemment, et la conversion. On peut travailler ces trois choses-là. Et effectivement, notamment avoir une fiche Google My Business, c'est très important parce qu'on sait même que voilà, une personne à laquelle on va parler d'une marque, la première chose qu'elle va faire, c'est taper la marque souvent sur un moteur de recherche, Bien donc sûr. souvent sur Google. Donc, c'est typiquement cette pédagogie-là qu'il faut avoir en fait avec l'ensemble des commerçants, etc. Mais aussi, voilà, même avec des clients qui voudraient faire du SEO, on le sait très bien que certains n'ont pas effectivement de fiche My Business et il faut leur montrer Voilà. l'intérêt. Il faut montrer l'intérêt
Il faut montrer également que ça génère du trafic et de la conversion derrière. Parce qu'avec une fiche My Business, on peut l'amener sur du site web, mais aussi on peut l'amener à enclencher l'itinéraire ou l'appel, par exemple. Donc voilà, c'est beaucoup de pédagogie. Ce qui est la base pour pour le SEO, on connaît ça. Oui, très bien. Ouais. Exactement. Oui, parce que j'imagine, sur Google My Business, maintenant, tu peux mettre en avant tout ce qui est photos, vidéos, les posts également, qui ont une durée de vie assez courte. D'ailleurs, je crois que c'est 7 jours. Mais tu me dis toi-même qu'il y a déjà beaucoup de gens que vous accompagnez qui n'ont même pas ce niveau zéro, ce qui est quand même assez incroyable. C'est ça. Et alors moi, j'ai vu un truc, dis-moi si je me trompe ou pas, mais j'ai l'impression notamment toutes les marques qui ont des réseaux de franchisés, je pense notamment à des gens comme Franprix ou tout ce qui est bancaire et tout ça, il y a vraiment un problème de traitement entre, on va dire, la maison mère et les franchisés. Exactement, c'est un problème qu'on retrouve sur certains clients. C'est une problématique totalement, clairement par rapport notamment aux fiches Google My Business, où souvent ce sont en fait les franchisés eux-mêmes qui créent leurs propres fiches My Business. Ouais. Donc, parfois, ça peut créer des dupliqués sur certaines fiches. Parfois, on va se retrouver peut-être avec des magasins qui n'ont pas de fiche My Business. Donc, c'est un peu compliqué. Ça, c'est toute cette communication. Il faut vraiment faire une communication généralisée, en fait, pour avoir toutes les informations, notamment si on peut avoir toutes les informations, typiquement dans un CRM de tout le monde, en fait. Donc ça, voilà, c'est des choses à mettre en place tous ensemble pour optimiser vraiment la génération, en tout cas, de leads via les fiches, par exemple, typiquement My Business. Oui, parce que donc, du coup, vous, Eskimos, en tant qu'agence conseil, j'imagine que vous traitez directement avec la maison mère, et après, c'est à la maison mère de faire appliquer cette politique générale pour que tout le monde soit au même niveau. Exactement. On peut donner des bonnes pratiques, c'est ce qu'on fait avec certaines marques ou certaines grandes marques, où il faut, on leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et cette communication-là, elle est donnée à l'ensemble des acteurs qui doivent les mettre en place. Ça marche. Et alors, moi, il y a un outil dont je parle beaucoup à mes étudiants, c'est le Store Locator, qui est en général une carte ou une liste sur laquelle tu peux afficher l'adresse physique des boutiques. Malheureusement, c'est pareil, c'est un outil qui est assez peu déployé. Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez à vos clients? Effectivement, le Store Locator, c'est une bonne manière d'avoir la carte, de trouver l'endroit où on souhaite aller, si on est proche ou pas, proche de soi. Souvent, on a des requêtes. Typiquement, on a souvent des mots-clés génériques avec proche de moi, proche de soi, etc. Donc ça, c'est important aussi de les travailler. Et effectivement, ça reste peu. Après, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs en fait, au Store Locator, notamment sur la partie technique. Parce qu'en fait, ça va générer notamment aussi des URL en fait, qui sont des URL dynamiques. En fait, ça génère aussi des URL dynamiques. Des URL techniques. Pas forcément très... C'est ça. Il y a un peu des contraintes techniques derrière tout ça. Après, effectivement, en termes aussi de UX, c'est très bien d'avoir le Store Locator, mais souvent, ce qu'il faut faire, c'est créer aussi des pages locales, en fait, de coupler ce Store Locator avec des pages locales dédiées. Par exemple, je prends l'exemple d'une laverie. On va faire, par exemple, laverie Paris, on imagine. On aura tous les arrondissements, on pourra déployer ça sur laverie Paris 1er, etc. Mais il faudra renvoyer vers un lien, par exemple, directement vers l'URL dynamique, un peu par exemple du Store Locator. C'est faisable aussi de faire comme ça. Donc, il faut coupler les deux, mais effectivement, sur la partie Store Locator, il y a parfois des petites contraintes techniques, notamment tout ce qui est même, par exemple, budget crawl, toutes ces petites choses-là. Ouais, donc il y a un problème de cohabitation entre le vrai SEO local où tu vas décliner tout un tas de pages localité, activité en général, qui sont des pages spécifiques, qui va générer le Store Locator derrière. Okay. C'est ça. C'est quoi qui fonctionne le mieux en termes de référencement entre un Google My Business et ces pages activité, localité, ou plutôt localité, activité? C'est complémentaire, ça se concurrence, ça marche comment? Non, c'est complémentaire parce qu'en fait, typiquement sur une fiche My Business, tu peux, par exemple, si on travaille une page magasin, ce que tu peux faire, c'est lier directement sur ta fiche My Business le lien vers ta page magasin. Donc, en fait, si tu les as toutes les deux optimisées, tu peux du coup booster un peu la partie un peu sémantique de ces pages-là en les liant ensemble. Donc, c'est vraiment complémentaire de bien les travailler ensemble. On a plus de chances d'avoir de trafic du coup sur ces deux leviers. D'accord, ça marche. Autre chose dont je parle beaucoup avec mes étudiants, c'est tout ce qui est extension géographique, extension le lieu. Donc là, on passe plus dans le côté Google Ads qui vient en complément de GMB, enfin Google Business. Je ne sais pas si c'est votre métier, pour le coup, le côté un peu plus achat média, mais vous travaillez du coup avec des gens pour faire des dispositifs complémentaires?
C'est ça, effectivement. Sur d'autres leviers, typiquement, voilà, le SIA, même après sur la partie, par exemple, plus UX, quand c'est un peu plus pointilleux, on travaille avec des agences qui sont plus spécialisées, mais on travaille en parallèle, c'est-à-dire qu'on est en direct plus ou moins voilà, avec le consultant, par exemple, en SIA, pour coupler en fait nos actions, parce que c'est important. Typiquement, si on met un budget sur tel mot-clé qui est un peu plus concurrentiel, c'est parce que nous, en SEO, on a peut-être un peu plus de mal aussi, par exemple, à se positionner. Mais inversement, si on est bien positionné en SEO, il vaut mieux ne pas forcément mettre d'argent dessus. Donc, c'est vraiment des choses qu'on fait. Partie ads, mais partie aussi UX, hein, tout ce qui est voilà, A/B testing, analyse de performance. C'est ce qu'on peut faire voilà, avec des agences qui sont, elles, spécialisées dans ces thématiques-là. Ouais, vous travaillez également sur toute la partie alors qu'on appelle CRO, hein, pour le Conversion Rate Optimization, pardon. Comment vous bossez là-dessus? Alors, sur cette partie-là, nous, on peut donner des recommandations sur ce côté-là. Nous, on le fait voilà, de notre côté chez Eskimos. Après, quand il faut mettre en place des choses un peu plus poussées, vraiment avec certains outils, là, on peut du coup passer avec une agence. Mais en termes de recommandations, au vu aussi de toutes les problématiques qu'on voit, voilà, on a quand même l'expérience derrière pour donner des recours sur ce domaine-là. Ouais, vous bossez avec des outils genre Hotjar, non? Exactement. Voilà. Hotjar, typiquement, c'est un outil qui permet vraiment de trouver des failles en fait sur certains. Typiquement, voilà, si je prends l'exemple du CTA et des choses un peu comme ça qui n'est pas forcément au bon endroit ou n'est pas vu. Ça, c'est important parce qu'on sait très bien que voilà, derrière, il y a une conversion qui peut être réalisée ou non. Ça marche. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est SIA versus SEO. C'est quoi l'intérêt de l'un, de l'autre, puis surtout d'avoir les deux en parallèle? Alors, l'intérêt du SEA, c'est de travailler en fait certaines requêtes qui sont soit concurrentielles, soit on n'est pas encore connu, etc. Du coup, on met de l'argent sur ces requêtes-là, comme ça, on sait qu'entre guillemets, on est déjà premier sur la page. Premier, mais sur la partie SEA. Ce qui est important de savoir, c'est que dès lors qu'après, en parallèle, on travaille le SEO, on sait très bien que le SEO, c'est un travail de long terme. C'est du sucre lent, comme on dit. Exactement. Quand on va atteindre les premières places, là, il n'y a plus d'intérêt d'activer le SIA, du moins sur la requête là où on est bien positionné. Il faut, entre guillemets, c'est une synergie. Il y a une synergie entre les deux, c'est sûr. Il faut se caler entre les deux. Mais voilà, il faut soit souvent utiliser l'un, soit utiliser l'autre. Mais voilà, surtout en SEO, quand on est bien positionné, parfois, il n'y a pas forcément d'intérêt de rester sur du SIA. Donc, en fait, quand tu commences une activité ou un site web tout neuf qui n'est pas encore référencé, tu veux mettre du SIA, c'est du sucre rapide, donc c'est pour avoir de la visibilité. Derrière, ça te laisse le temps de gagner en autorité sur la partie SEO. Et puis, une fois que tu es au niveau, tu fais le SIA. C'est ça, tout à fait. Intéressant. J'ai vu qu'il y avait un côté études et Google, il y avait un impact en fait quand tu avais SIA plus SEO, tu perdais finalement en taux de clic sur pardon, ce que tu n'avais pas sur le SIA, tu le gagnais sur le SEO, mais inversement, quand tu n'avais pas de SIA, tu gagnais sur le SEO. Donc il y a parfois, enfin, il faut moins en avoir et les gens ils vont plus cliquer que le contraire. C'est ça. C'est ça, mais effectivement, après, sur cette partie-là, nous, on voit un peu par expérience, effectivement, quand des clients souvent se mettent sur la partie SIA, les positionnements ont tendance parfois à augmenter en SEO. Après, c'est pas forcément acté, hein, mais c'est ce qu'on constate, nous, par expérience. Ok, merci. Tout à l'heure, en introduction, tu m'as cité un mot qui est celui de netlinking. Alors, je sais que c'est quelque chose qui marche très bien et j'ai vu surtout que pendant la crise, il y a beaucoup de mairies qui d'un seul coup ont fabriqué des sites finalement pour référencer les commerces locaux dans leur ville, pour notamment favoriser tout ce qui était click and collect quand les magasins étaient fermés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne? Effectivement. La partie netlinking, c'est une partie hyper importante en SEO. On le sait bien, c'est la partie un peu autorité d'un site. Et on sait très bien aussi qu'il y a des sites qui ont plus d'autorité que d'autres. Absolument. Typiquement, des sites, si je prends l'exemple, des sites gouvernementaux ou des sites mairies ont un peu plus de poids, en fait. Oui, complètement, oui. Petits sites. Et ils ont un peu, entre guillemets, ils ont un peu plus de légitimité aussi. Ce qui fait qu'on peut, entre guillemets, avoir plus confiance en ces sites-là, ce qui fait que du coup, ils ont de meilleurs indicateurs de netlinking. Et typiquement, on peut, par exemple, avoir un article de netlinking sur un site mairie qui cite tel ou tel commerce.
et booster en fait sur la requête plus la localité sur cet article-là. Donc effectivement, c'est super important voilà, d'avoir ces liens, en tout cas sur l'ensemble des mairies, si on est dans ces villes-là. Yes. Alors, tu as parlé d'autorité. Ça fait référence à l'algorithme Google EAT, E-A-T. Tu peux expliquer à peu près rapidement ce que ça veut dire, s'il te plaît? Ouais, alors en fait, ça c'est l'expertise, autorité et trust en confiance. En fait, Google va privilégier souvent voilà, des sites qui ont entre guillemets ces indicateurs-là. On sait très bien que, par exemple, il faut avoir le plus de liens entre guillemets qualitatifs. Si on a des liens typiquement voilà, sur des sites alors, gouvernementaux, mairies, etc., mais des sites qui ont une expertise derrière, on aura plus de poids. Et c'est important. Et en fait, ça fait aussi référence à Your Money, Your Life. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des sites qui sont Your Money, Your Life, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des sites qui peuvent avoir un impact direct sur la vie des utilisateurs. Tout ce qui est, par exemple, santé, assurance, finance, toutes ces choses-là, c'est hyper important. Et en fait, il faut qu'ils aient cette confiance-là et ces indicateurs-là de confiance, en fait, pour mieux ranker derrière. Ça marche. Ouais, donc si on parle de cette histoire d'algorithme HIT avec tout ce qui est pertinence, moi, il y a une chose, je sais, qui en fait partie, qui est extrêmement important, et à chaque fois, je vois des clients qui le sous-estiment complètement, c'est la partie avis. Hein. Et est-ce que c'est quelque chose que vous poussez auprès de vos clients? Parce que, en plus, j'ai vu que Google, bon, il y a les avis Google, tu peux avoir les avis sur avis vérifiés, Trustpilot et compagnie. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte? Tout à fait. Effectivement, les avis, c'est super important. On sait très bien, quand quelqu'un voilà, va se renseigner sur une marque, sur un produit, il va taper en fait la requête avis plus la requête ou le nom de marque qui est suivi. Donc ça, en plus, en SEO, en fait, on peut le travailler sur des pages de cette typologie-là. C'est-à-dire qu'on va travailler avis plus nom de la requête qui suit. Et également, on sait qu'on peut les afficher maintenant aussi sur les sites web, sur les pages en question. Et c'est super important parce qu'on peut avoir voilà, des avis qui s'affichent sur les pages produits, sur les pages magasins. Et également, on peut aussi, tu sais, les mettre en microdonnées, ces avis-là, ce qui fait que ça s'affiche aussi directement sur les cercles. Donc ça, c'est un indicateur La liste de réponses important de en termes Google. de... Exactement. En termes de CTR, souvent, on a beaucoup plus de clics quand on a aussi ces avis-là qui s'affichent sous forme d'étoiles, souvent. Et ce qui est important, c'est qu'il faut répondre en fait surtout à l'ensemble des avis. C'est hyper important. Que ça soit des avis positifs ou des avis négatifs. Hein. On le répète, mais c'est vrai que c'est important. Et il faut savoir qu'aussi en SEO, ça peut être intéressant que ça soit sur My Business ou sur le site en question. Hein. Si on a la possibilité de répondre, il faut, parce qu'en plus, ça peut nous permettre, nous, d'enrichir le score sémantique de la page. Parce que dans nos réponses, on peut mettre des mots-clés un peu secondaires ou des mots-clés, voilà, le mot-clé principal de la page, et ce qui peut nous, du coup, faire booster la page sur le mot-clé. Donc, c'est super important de travailler ça, tant pour la partie, bien sûr, UX et voilà, la partie plus utilisateur, mais aussi pour la partie SEO, ça peut être intéressant. Alors, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de sites spécialisés comme Le Garage ou Le Ciseau, donc qui indexent tous les garages ou les coiffeurs. Et Google, du coup, fait remonter leurs avis sur ces SERP, sur ces listes de réponses. J'ai envie de dire, a priori, ça augmente l'index la pertinence de la page, tous ces avis qu'il agrège. Exactement. D'accord. Exactement. C'est intéressant. Je voulais parler rapidement de mobile, parce que le mobile est un outil aujourd'hui, pour ne pas dire l'outil numéro un en Drive to Store, avec toutes ces capacités notamment de géociblage. J'arrête pas de dire à mes étudiants que les applications mobiles notamment sont un peu les cartes de fidélité 2.0. C'est vrai que les cartes plastiques sont en train de disparaître et qu'on les retrouve tous dans le wallet ou directement via les applications. Est-ce que vous travaillez sur notamment tout ce qui est ASO et référencement des applications? Tout à fait. En fait, la partie application, en fait, elle peut se travailler sous deux formes. La première, c'est déjà sur le site en question, c'est-à-dire rien que de mettre en page le lien vers le lien téléchargement, que ce soit de l'application iOS ou Android, peu importe, mais il faut que ça soit déjà mentionné. On peut aussi en plus associer le programme de fidélité. Et effectivement, comme tu disais, maintenant, voilà, les cartes de fidélité sont pratiquement toutes sur les applications. Et d'un autre côté, on peut travailler la partie du coup optimisation sur les plateformes du coup d'application.
Et ça, du coup, il y a plusieurs critères en question qui jouent. Donc, notamment, par exemple, tu vois, typiquement, le choix de la catégorie de l'application, qui est importante. Le titre, bon, voilà, avec l'optimisation sur le mot-clé, la description, les avis aussi. On sait très bien qu'il voilà, y a plein de petits critères comme ça qui sont intéressants, qui sont importants en tout cas pour mieux positionner. Effectivement, nous, chez Skimos, on a effectivement un pôle ASO pour optimiser les applications sur les plateformes. Ouais, super intéressant. Ça marche. On est presque arrivé à la fin de cette petite interview. Il me reste 2 questions à te poser. La première, c'est si tu avais un seul conseil aujourd'hui à donner aux marques qui nous écoutent pour améliorer le référencement naturel de leur magasin, quel serait ce conseil? De venir travailler avec nous, déjà. Et non, mais surtout d'optimiser, en fait, de prendre en compte l'intention de recherche. C'est ce qui fait la différence parce que voilà, on sait très bien qu'il y a certains mots-clés qui n'ont pas forcément de volumétrie. Plus on va viser des requêtes où derrière, on sait qu'il y a du monde qui recherche, il faut travailler ce côté-là et ensuite, effectivement, travailler des pages plus localité, comme on en a parlé juste avant, et notamment la partie My Business qui est importante. Donc, ça fait plus d'un conseil, mais c'est un global. Donc, le short tail pour vraiment l'intention, le long tail avec toutes les pages localité. C'est ça, exactement. Ça marche. Et deuxième conseil, cette fois-ci, ce sera plus à destination de mes étudiants. C'est si tu devais leur donner un conseil pour venir travailler sur ce secteur, quel serait-il? Alors, tu sais tout comme moi, le SEO, ce n'est pas du tout une science exacte et ça ne l'est toujours pas depuis toutes ces années, mais il ne faut surtout pas avoir peur d'essayer parce qu'en fait, le SEO, on sait très bien qu'avec avec les algorithmes de Google, ça bouge beaucoup et voilà, il ne faut vraiment pas avoir peur d'essayer, de tester et d'apprendre. C'est comme ça que qu'on arrive en tout cas à mieux positionner les sites de nos clients sur des requêtes spécifiques. Yes, ça marche, super. Bon, écoute, je crois qu'on a terminé, je vérifie. Absolument. Quelqu'un qui veut venir travailler chez toi, qu'est-ce qu'il doit dire à Andrea Ben Saïd pour le convaincre de le prendre? Il doit dire 2 choses. Il doit dire 2 choses. Intensité et épanouissement. Voilà, c'est 2 valeurs qui sont chez nous. Et effectivement, voilà, on a une charge qui est importante parce que voilà, on a beaucoup de clients, mais ça nous permet de voir énormément de problématiques. Donc, c'est ce qui est le plus important. Et voilà, on est dans un cadre hyper épanouissant. Et voilà, franchement, quand on se lève pour travailler, on est tous contents. Donc c'est top. Écoute, je suis super content pour toi. Voilà. J'espère t'avoir apporté quelque chose quand je t'avais en tant qu'étudiante. Exactement, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci pour ton temps, Camille, et tes réponses éclairées. Merci, Raphaël. Puis, je te dis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Salut, au revoir. Merci, au revoir.